de 91, Les pervers narcissiques. Il y a en ce monde si captieux, si cupide et si venimeux, fort animé par les caprices torrentueux de l'ego humain, une sorte d'homme à peu près semblable aux gypaètes barbus, qui, par leur apparence si rayonnante, nous fascine et nous trompe aisément. Et il se produit en notre conscience après les avoir contemplés avec admiration, et en un si court instant, la remémoration de ce proverbe de Cicéron qui nous dit « le visage est le miroir de l'âme ». On se laisse alors plus ou moins intuitivement et par simplesse d'esprit embobiné par la devanture harmonieuse et idéale de ce proverbe pourtant souvent insidieux. Mais certains d'entre nous, élevés d'esprit, sensibles aux apparences, douteurs par nature, ajouteraient volontiers à ce proverbe simplé pour le nuancer, tout en faisant le parallèle avec les premiers. Mais l'âme de bien de ces gens a plusieurs facettes, qui d'une seconde à l'autre, brillent chacune d'une couleur différente à une autre, de sorte qu'on ne voit jamais la même couleur apparaître à la même seconde sur au moins deux de leurs nombreuses facettes. Ce sont pour la plupart des caméléons maléfiques qui, d'un instant à l'autre, ne laissent transparaître sur leur visage que les couleurs qu'ils souhaitent vous faire voir, pour captiver votre attention et attirer votre confiance, votre amitié ou votre amour, mais qui, au moment même où leur esprit si grandement démoniaque et si diaboliquement rusé, dissimulé derrière les diverses couleurs harmonieuses reflétées à travers leur visage, se met brusquement à l'œuvre tel un volcan qui entre en éruption, alors il commence à vous détruire secrètement et avec une perfidie retorse. On peut se faire cette réflexion lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur les gypaètes barbus. On repère d'abord au loin et à l'aide des jumelles les quelques adultes posés plus proches d'un bord que de l'autre, à côté des rochers, sur la haute pente de la montagne. On se met à les observer en gros plan, à partir du bas de la montagne. Posés ainsi, on finit, et après seulement quelques secondes d'observation, par les trouver encore plus majestueux que les aigles, par être fascinés par leur apparence, rayonnante et grandiose. Et il se forme en notre pensée une fausse image qui nous laisse supposer qu'en raison de leur forte ressemblance avec les aigles, ils seraient tout comme eux, doués pour attaquer leurs proies ou leurs rivaux de face, et d'une manière quelque peu loyale, en dépit du fait qu'ils soient mus par leur instinct. Et parce que d'une première impression, ils nous paraissent sublimes, on les pense différents des vautours, comme on pense de ces hommes, parce qu'ils nous paraissent si beaux à première vue, qu'ils sont différents des esprits perfides et obscurs. On dirait presque que l'existence, par ses mains invisibles et ses idées diaboliques, cherche à semer la confusion dans nos pensées, en nous faisant découvrir ces animaux et en nous attirant vers de belles apparences qui recouvrent de fourbes esprits, et similairement mais inversement, en nous faisant nous éloigner des laides apparences cachant de profonds esprits. C'est qu'on dirait qu'elle cherche à ce qu'en nous faisant éprouver de l'attirance et de l'admiration pour des belles apparences, on ne puisse se baigner seulement parmi ces masses d'esprits venimeux. On dirait qu'elle attend sagement que les plus sensibles d'entre nous se détruisent peu à peu avec seulement quelques nuances de douceur et de sarcasme. Mais pour en revenir à nos gypaètes, la réalité finit par balayer l'idée fausse qu'on se faisait d'eux quand on les voit tout à coup prendre leur envol sans venir vers les deux carcasses de chamois, après le départ des autres vautours rassemblés autour d'elles, puis soulever à tour de rôle un fémur, un humérus, une colonne vertébrale et un fragment osseux de la cage thoracique haut dans le ciel et les larguer sur les flancs rocheux. On finit par voir ces grands os, l'un après l'autre, s'écraser sur les flancs rocheux, se briser en une dizaine de morceaux. On voit le spectacle se poursuivre ainsi à mesure que les rapaces redescendent vers les deux carcasses, qu'ils ressaisissent les derniers grands os restants, puis remontent au ciel et les larguent une énième fois sur ces flancs rocheux. On les retrouve le jour d'après, mais s'agissant par malchance d'un jour marqué par une pénurie de charognes en raison d'une absence de chasse par les divers animaux de proie. Puis on les aperçoit cette fois-ci en train de chasser les marmottes, procéder avec elles de la même manière qu'avec les os des bovidés, et de cette même manière instinctive, étrangère à toute interprétation morale propre à l'esprit humain, on y retrouve une parcelle de lueur narquoise mélangée à une grande part d'obscurité tragique, c'est-à-dire de la prédation. On se rend compte de leur véritable nature sanguinaire, tyrannique et tortionnaire, paraissant être tout à l'opposé de celle de l'aigle. Et l'on se rend compte, surtout quand on les voit capturer les marmottes en traîtres, d'une manière qui nous paraît tant perfide, les emporter si haut dans le ciel, puis les larguer sur les grands rochers, se rassasier de quelques-unes, mais sans réellement s'en délecter, puis se défouler sur les quelques autres pour soulager leur mécontentement, continuant ainsi à capturer encore davantage de marmottes, puis les larguant jusqu'à s'épuiser, finissant en fin de compte et après ce long défoulement par aller dormir dans leur grotte. Il en est à peu près de même pour ces hommes à l'esprit fort pervers, camouflés derrière de si belles apparences pour mieux s'emparer de leur proie. Ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent au plus profond de vous,
d'abord de votre temps, de votre énergie et de votre générosité, puis de votre candeur, de votre décence propre à la première jeunesse et de la confiance que vous leur aviez accordée, de vos grands sentiments et de votre sensibilité, enfin, en dernier lieu, de votre attachement pour la vie et de vos moindres forces vives permettant de vous relever et de tourner la page. C'est qu'ils brisent et dévorent toutes les grandes structures vertueuses de votre cœur et de votre âme, puis finissent par vous réduire à rien, à la manière des gypaètes barbus, qui finissent par dissoudre les grandes carcasses dénuées de chair. Ces hommes disparaissent ensuite de votre vie et passent à d'autres proies, comme les vautours ne savourent jamais la même charogne le lendemain, une fois qu'ils s'en sont repus